Big Joe on the beats. C'était yo Namise. Maman, oh, viens voir. Ça me dépasse, oh. Le pays, oh, papa. Bella pato. On vit des webisana tous les jours. Ça me pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous. Et puis, troisième personne. Lui aussi, il dit la même chose pratiquement. C'était qui? C'était le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Qui avait remplacé William Etekimboma 2 ans avant. Absolument. Mais comment il s'appelle encore? C'est le ministre Jacques... C'était pas Jacques Bobo, non? Non, non. Oh là là. Comment je peux oublier la personne? Ça va revenir. Poursuivons. Donc, lui, quel propos il a tenu? Extraordinaire. Mais il dit, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire le ministre de la Question territoriale et de Jacques Bobo. Mais j'ai bien dit Jacques Bobo qui a été aussi ambassadeur du Cameroun ici en France. C'est bien le nom qui me vient. Pardon. Jacques Bobo, car il y a une semaine. La vieillesse commence à me... pourtant, c'est quelqu'un qui m'est... À peine 60 ans, tu es encore jeune. Donc, il dit la même chose. Décidément dans ce pays. Hein, ça tourne, c'est les mêmes personnes. Hein. Ça, je trouve. Alors, il dit, mais je ne peux pas contredire tout ce que les autres ont dit, parce que, mais les rapports, il a beaucoup cité le rapport du département d'État de 1989. Qui stipulait que le Cameroun, il parlait de tous ces problèmes, il fallait que ça change au Cameroun et ainsi de suite. Donc Bobo Jacques, c'est aligné, n'est-ce pas, sur les autres. Et sur Ibrahim Bobo Ndjoulina, effectivement. Et puis, je ne sais pas qui d'autre a pris la parole, donc ils étaient 4 à parler, et après donc, le secrétaire général dit, bon, mais écoutez les gars, le secrétaire général qui s'appelle... Le secrétaire général Edouard Kamefou. Oui, c'est lui qui présidait la réunion. Il dit, bon, écoutez, je vais aller... rapporter tout cela au chef de l'État pour voir, Il part, il revient. Il dit, le président vous remercie. Et il demande que vous continuez dans le même sens. Il est très content de tout ce qui a été dit. Et ça a continué. Les gens parlaient. Et j'attendais de voir la position de Laurent Esso, parce qu'il était là. Ouais. Et puis aussi de feu Henri Bandolo. Quand on faisait le tour... Henri Bandolo qui était ton ministre à l'époque. Oui, on faisait le tour de la salle. C'est ça qui m'intriguait le plus. Ouais, qu'est-ce que mon ministre, Mais tous ont dit presque la même. Oui, on est d'accord. On a senti que certaines personnes étaient... Jouer les équilibristes. Qu'est-ce que Laurent Esso a dit? Pratiquement, oui, bon, c'est le moment de changer, oui, il faut le changement et tout ça. Donc, il ne tenait plus les mêmes paroles qu'il avait tenues quand on a discuté 2 mois auparavant. Mais effectivement, il est clair que 2 mois plus tard, il avait changé d'avis, même s'il restait encore sur sa position au chantier, là. Pas tout à fait, puisque lui il disait que non, il faut que ça change. Comme tout le monde a dit là sur le pouvoir, mais toi tu savais qu'intérieurement il n'est pas vrai. Et qu'est-ce que ton ministre a dit? Henri Bandolo perd son âme. Plus ou moins la même chose. J'ai dit, une fois qu'ils ont su que le chef d'État avait approuvé, ils ne pouvaient pas s'éloigner trop de ce canevas-là. Chacun a protégé son mais c'était clair que même si certaines personnes n'épousaient pas les idées qu'ils exprimaient, mais il y a eu, et je ne veux pas citer il y a 2 personnes lors de cette réunion qui ont dit jamais. Alors on veut savoir. Ici on dit tout. Oui, mais je vais citer une des 2 parce que j'espère qu'elle est encore vivante. Non. Moi j'aime les gens qui sont encore vivants. Oui, bon. Il y avait le feu Fouchivé qui a dit jamais. Que s'il faut que je bloque tout, si quelqu'un ose imprimer, sortir un journal avec les noms, parce qu'il était question de tout libérer au Cameroun. De tout libérer. Et le chef d'État était d'accord. Jean Fouchivé a bloqué. Parce que, en fait, vers la fin, il était question de voir comment traiter la marche de Fondi 2 jours plus tard.
le 26 mai 90. Oui, 90, cette fameuse marche du 26 mai. C'est la marche qui a tout déclenché au Cameroun. Nous étions gamins, mais je me souviens. Oui, ah oui, absolument. On n'était pas majeurs. Il était question de savoir comment... bloquer cette marche-là. Oui, et Ma Basile était contre cette marche-là. Tout le monde était le pays entier, tout le monde était contre, jusqu'à ce moment où les ténors du pouvoir ont dit non, libérons tout, laissons les gens s'exprimer, ainsi de suite. Et on m'a donné à moi et à Zachary Neyman, parce qu'il était avec. On vous a donné la parole. On nous a dit, non, on ne nous a pas donné la parole, mais on nous a dit, écoutez, il faut laisser couvrir, montrer tout. Ah, d'accord. Donc, avec l'aval du chef de l'État. Absolument. Et ce soir-là, j'ai fait un papier où j'ai dit, enfin le Cameroun est libre. C'est donc sur ça que tu te fondes, sur ces éléments que tu nous décris là, que tu te fondes pour dire que Biya était un démocrate, oui. Mais seulement il a été phagocyté autour de lui. Après 90, moi je suis parti du Cameroun, j'ai plus de contact avec le président, ni avec qui que ce soit, donc les choses ont changé, évidemment. Parce que la personne que j'ai connue n'allait pas encore chercher à se présenter maintenant, en 2018. On va y arriver. C'est la deuxième et dernière partie de cette Ok. Alors, j'ai une question de Joël Didier Ngo, qui est mon super chroniqueur politique, mon collaborateur, mon ami. Hein, il faut le dire, je ne m'en cache pas. Il dit ceci: Eric, j'ai une question a toujours taraudé mon esprit depuis mon enfance au Cameroun. Enfant issu du sérail, donc lui, Joël Didier Ngo, est enfant issu du sérail. Tu sais qui était son père. Bien sûr. Lorsque le président Biya avait répondu à une question d'Eric Chingé en faisant allusion au coup de tête, n'avais-tu pas détecté les signes annonciateurs d'une dérive autoritaire dont le Cameroun vit de manière assez dramatique depuis cette date et qui est confirmée par la nouvelle candidature de M. Biya à l'élection présidentielle? Absolument, encore, ma réponse est très simple. Au moment où le président m'a sorti cette phrase, moi, j'étais encore dans je suivais la logique de sa pensée. Et c'était tout à fait logique. Il a dit, écoute, il y a un ministre qui a fait ceci, il ne doit pas. Il doit savoir que je peux le dégommer en tant que ministre. Donc, il ne devrait pas faire ce qu'il a fait. Donc, moi, j'étais dans cette optique-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas résisté. C'est à la suite, c'est après que moi aussi, j'ai compris, comme tous les Camerounais, que même toi? Oui, enfin, après, j'ai compris. Que même toi, il fallait que tu fasses gaffe. Non, pas du tout. Non. Je n'ai pas ramené ça à ma dimension. Moi, je suis journaliste. Je suis là pour représenter le peuple. En quelque sorte. Tu sais ce que ça vaut le journalisme au Cameroun? Oui. Non. Je ne joue pas ce jeu-là. Non, pas du tout. Je ne joue pas ce jeu-là. Moi, je comprends le rôle que doit jouer le journaliste. C'est un peu comme le rôle que doit jouer l'interprète, qui interprète entre deux chefs d'État. Il fait son travail, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Il ne faut pas... non, je crois qu'on confond les choses. Non, alors, au Cameroun, au niveau je veux savoir, est-ce qu'en ce moment, tu n'as pas détecté donc Après, quand tout le monde m'a parlé de ça, je dis, mais tiens, donc ce monsieur, vraiment, le président Biya, là, il a des idées, le comportement, les idées qui peuvent l'amener à prendre, n'est-ce pas, une allure monarchique, autoritaire et tout. Ouais. Mais c'est après que j'ai compris ça, oui. Mais au moment où il le disait, c'était tout à fait logique. Mais bon, penser à avoir une telle autorité sur qui que ce soit, et quand même, après, j'ai compris que ça posait des questions. Alors, Joël Didier Ngo poursuit, c'est sa deuxième et dernière question. Quelle a pu être l'influence de cette dérive autoritaire dans ton propre parcours professionnel, notamment ta décision surprenante de quitter la CRTV pour entamer une carrière internationale prestigieuse? Est-ce toi qui as quitté la CRTV ou bien on t'a remercié déjà? Non, évidemment, on ne m'a pas remercié. Moi, je suis pas parti de la CRTV parce que j'avais grâce à une vision que j'ai eue ou bien une meilleure compréhension de la situation dans laquelle on se trouvait au Cameroun. Non, je crois que, et ça je le dis honnêtement, pour un spirituel, moi je suis très spirituel,
je ne suis pas religieux, les églises et tout ça ne me disent absolument rien. Tu fais bien de ne pas y aller. Oui, enfin, mais je comprends, n'est-ce pas, que Dieu existe et que ce Dieu-là, n'est-ce pas, gère en quelque sorte, n'est-ce pas, nos vies. Donc aujourd'hui, je peux dire avec assurance que non, Dieu n'a pas voulu que je rentre au Cameroun. Je le dis comme ça. Parce que je suis parti du Cameroun pour... j'avais l'intention de rentrer quelques mois plus tard. J'étais parti parce que CNN m'a invité. Ah, la chaîne CNN. La chaîne CNN m'a invité en 80... D'abord, en 89, je n'ai pas pu y aller. En 90, je n'ai pas pu y aller. Et ça intriguait un peu les gens de CNN. Donc, on m'a appelé en 91. Je venais même, ce jour-là, je venais de quitter la présidence où j'avais interviewé le chef d'État. C'est peut-être le même jour. C'est peut-être pourquoi on ramène le coup de tête, l'histoire du coup de tête. Oui, bon, les gens confondent tout, mais... Vous êtes sûr que c'est pas ce jour-là? Vous pouvez nous rassurer. Monsieur, faut pas se moquer de mon président. Ah non. Alors, je sors donc de cette interview avec le chef d'État où je lui avais posé des questions sur la liberté de presse. Parce que un jour, je vais raconter donc ce qui s'était passé le jour de la marche de Frondi à Bamenda. C'était ce 26. C'était en 90. Et comment Fauchivé, après la réunion du 24 mai, a suivi, c'est lui qui a assuré même la couverture. C'est pas la CRTV. Les images que nous avons eues, ça venait directement du Sénère. Donc il a sélectionné quoi? Absolument, et même ce qui a été raconté, il a fallu que Julius Ouamé et moi qu'on appelle un hôtel à Bamenda pour savoir qu'effectivement il y a eu des tueries et tout ça. Donc, mais j'en passe. En 2011, alors, CNN m'appelle, le jour où je quittais la présidence, où j'avais posé avec insistance au chef de l'État pourquoi il fallait libérer la presse et surtout la CRTV. Je lui ai demandé, et encore, je suis sûr que cette interview est là à la CRTV, je lui avais posé la question, Monsieur le Président, vous avez choisi de libérer l'espace politique. Hein? Vous avez reconnu la présence des différents courants d'opinion. Oui. Et chaque courant d'opinion représente quand même une frange de la population. Alors pourquoi ne pas donner à cette population la possibilité de parler sur les antennes publiques? Je lui avais posé la question. Et sa réponse était de dire non, on va y arriver, il faut dire aux gens que une décision sera prise pour... Et j'ai dit, mais Monsieur le Président, dès que je quitte la présidence et j'arrive chez moi, les responsables des partis seront là en train de toquer sur ma porte. Qu'est-ce que je leur dis? Vous leur dites que, n'est-ce pas, il y aura une décision pour ouvrir la télévision. Mais, Monsieur le Président, je lui ai posé la question 4 fois. Ouais, t'as fait à l'anglo-saxon, quoi. Et il n'y a pas eu, le président n'a pas voulu céder. Ouais. Et c'était pratiquement la dernière question, parmi les dernières questions que j'ai posées. Je le dis parce que la bande de cette interview doit exister à la CRTV. Alors je sors de là. En rentrant de la présidence, j'ai rentré chez moi. J'étais au volant. En rentrant, j'ai rentré chez moi. En me demandant, mais qu'est-ce que je fais? Mais ça c'est pas juste. C'est ce que je me disais. Le président ne peut pas fermer la voie à tout ce monde-là. Pour passer un papier sur les activités de l'opposition, mais il fallait que jongler. Il fallait jongler en tant que rédacteur en chef. Et c'est à moi que tout le monde posait la question. C'est dur, hein? Il y a les Améni, Froundi, tout ce monde-là qui faisait des choses. Et j'envoyais les gens me ramenaient des papiers. Que tu ne diffusais pas. J'étais obligé de diffuser, mais trouver le moyen de diffuser ça. Parfois, je diffusais en anglais et pas en français. Tu faisais des brèves, quoi. Oui, soit des brèves,
où je faisais les papiers en anglais, sachant que beaucoup ne savaient pas ce qui se passait en anglais. So that lots of Cameroonians are just Cameroonian, not bilingual, Oui, isn't it? I knew that. Oh my goodness. I knew that. Donc j'ai joué sur ça. Alors, Ce même jour, CNN m'appelle. Le temps d'arriver au bureau, ma secrétaire me dit, monsieur, il y a un monsieur, Kim Nogard, d'Atlanta, qui vous a appelé. Kim Nogard, c'est CNN. Donc je rappelle. Et Kim me demande, mais Eric, c'est la 3e fois qu'on vous invite. Est-ce que cette année aussi, vous n'aurez pas le temps? J'ai dit, c'est la réponse de Dieu, ça. Did he speak English or French? Who? Kim? Kim, no. No, in English. In English? Yes, sir. I see. In English. Ok. Alors tu lui dis, bon, je serai là. J'ai dit, non, Kim, je viendrai. J'ai répondu sur le tas comme ça, j'ai dit, je serai là. Et il était très content. Parce que j'avais l'habitude d'envoyer des papiers de temps en temps à CNN. Et ils aimaient beaucoup mes papiers. Mais ils étaient intrigués. Quand ils appellent, c'est la 3e fois qu'ils m'appelaient. Et chaque fois, je refusais. Je leur ai donné une raison pourquoi je ne pouvais pas. Donc cette année, j'ai accepté. Il était content. Et je suis allé à CNN. Je l'ai dit à Mendoza, qui était directeur général, monsieur, j'ai envie d'aller pour 3 mois ou 2 mois, je ne sais pas combien de temps, et je vais profiter pour me reposer un peu. Parce que j'étais sur trop de pression. C'était trop de pression, sur 3 années consécutives. Absolument. Donc je partais comme ça, pas pour rester, mais pour revenir. Pour revenir. Mon billet pour aller à Atlanta, c'est Mendoza qui a payé ça. Ah bon? C'est la CRTV qui a acheté mon billet. Pour aller à Atlanta. Aller-retour. Aller-retour. Comment tu as fait l'aller et le retour, n'a pas eu? Ouais, bon, j'ai fait le retour, je suis rentré, mais bon, c'est une autre partie de cette histoire. Ouais, rappelle-moi, ton salaire de rédacteur en chef était de combien? 100 combien à l'époque? À peu près 125 000. Une misère, quoi. Oui. À Atlanta, on t'a proposé combien? Vas-y, je ne veux pas demander ma part. Bon, non, à Atlanta, d'abord, j'étais là pour 3 mois. C'est à la fin de ces 2 ou 3 mois, je ne me souviens plus. C'est après ça que CNN a voulu me retenir. Donc, ils ont voulu me retenir, avec contrat et tout. Et je leur ai dit, je n'ai aucune envie de rester aux États-Unis. C'est là où ils m'ont proposé donc le poste de correspondant pour l'Afrique. Et quand je leur ai dit que je ne peux pas, je ne pouvais pas rester chez moi au Cameroun, ils m'ont dit, ok, choisissez donc un autre pays africain où vous pouvez travailler, soit, ils m'ont dit, la Côte d'Ivoire ou Dakar, donc Abidjan ou Dakar. Et j'ai accepté donc le principe de travailler pour CNN à partir de Dakar. À partir d'Abidjan. Mais quand CNN, à l'époque, on parle là de 91, il n'y avait pas encore toutes les facilités technologiques que nous avons aujourd'hui. CNN s'est rendu compte que pour ouvrir un bureau, ils m'ont dit après, pour ouvrir un bureau à Abidjan, ça allait coûter à CNN dans les 300 000 au moins. Et les gens à CNN se posaient des questions de savoir est-ce que ça vaut le coup, si cet investissement vaut vraiment le coup. Alors, mais avant tout ça, moi je suis rentré au Cameroun. Pourquoi? D'abord parce que je n'ai pas accepté le travail avec CNN. On n'avait pas encore fini les négociations. On était en pleine négociation quand la date de mon retour sur mon billet original est arrivé, et moi j'ai dit à CNN, je rentre au Cameroun, mais on peut continuer les négociations. Donc, mais avant ce départ, je reçois un coup de fil de l'université de Harvard. Harvard? Oui, Harvard. Vraiment grand truc qu'on appelle en français Harvard. Oui, Harvard, oui. Et le monsieur me dit, monsieur Tchinge, je vous cherche depuis, on a dû appeler le Cameroun pour qu'on nous dise que vous êtes à Atlanta, mais c'est pour vous annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle que on a approuvé votre bourse pour étudier à Harvard. Ah, parce que tu avais demandé une bourse avant. Non, j'ai dit, monsieur, non, vous vous trompez. Je lui ai dit, vous vous trompez. Il s'appelle Les Brown. J'ai dit, monsieur Brown, vous vous trompez. Je n'ai pas fait de demande. Donc, ce n'est pas de moi qu'il s'agit.
Il dit non. C'est là où il me rappelle, il dit non, c'est vous, Eric Ginger, directeur-chef au Cameroun, qui est aujourd'hui à machin. C'est votre bourse et je vous appelais pour vous annoncer ça. Tu avais vraiment fait une demande et tu as oublié ou quoi? Qui a donc fait la demande? J'ai compris plus tard que c'est un ancien professeur de Harvard que j'avais vu, avec qui j'avais discuté. Et il avait écrit à Harvard pour dire, écoutez, cherchez un bourse pour ce monsieur. Ah, d'accord. 2-3 ans avant cette date. Eh, monsieur le professeur, tu ne voudrais pas m'en proposer là? Moi, c'est très heureux. So I can improve my English, so I can work in British countries and forget France or something like that. Okay, my English is not so clear, you know. No, it's very good. It's very good. It's very good. No. I can just write. To write a newspaper is not easy. Jackie, okay, I understand. Okay, so. Donc c'était ça. Je suis rentré au Cameroun, mais 2 semaines plus tard, je suis reparti aux États-Unis et à Harvard. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui que c'est Dieu qui n'a pas voulu que je reste au pays. Parce que même après Harvard, je suis à Washington. J'avais déjà acheté mon billet de retour. J'avais déjà pris les dispositions pour que ma voiture que j'avais quand j'étais à Harvard soit transférée au Cameroun. J'avais pris toutes ces dispositions-là. Et même les choses de ma maison que je voulais envoyer au Cameroun, tout était déjà embarqué. Et ce que je devais laisser à des petits frères qui sont à Boston, j'avais déjà tout laissé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et alors je viens à Washington pour remercier le professeur en question et voir d'autres personnes qui pouvaient me donner des informations sur le Cameroun. Parmi lesquelles un certain John Smith, je crois, enfin je ne me souviens plus, qui était le chargé du desk Cameroun, le bureau Cameroun au département d'État. Ah, d'accord. Voilà. Je l'avais appelé de Boston et il m'avait donné rendez-vous. Je suis allé le voir. J'avais aussi appelé une dame qui s'appelait Vicky Acevero. Vicky Acevero représentait le Cameroun au sein d'un cabinet qui était chargé donc de parler au nom du Cameroun aux États-Unis, de faire la promotion, de lobbying pour le Cameroun. Et Vicky Acevero travaillait dans ce cabinet. Oui. Et elle connaissait à fond le Cameroun, puisqu'elle connaissait tout le monde, elle rencontrait le président chaque fois qu'elle venait au Cameroun, les ministres, tout ça. Donc je me suis dit, je vais aller voir Vicky Acevero pour me donner les dernières informations sur le Cameroun. Comme avec John au département d'État, comme avec les gens de l'ambassade, et ainsi de suite. Donc j'ai fait tout ça. Pendant 1 semaine, j'étais à Washington pour rencontrer tout le monde. Toutes ces personnes. Et le dernier jour, j'ai quitté Washington pour rentrer à Boston, donner ma voiture le lendemain au port, et puis prendre mon avion 2 jours plus tard. Donc j'ai fait 1 semaine à Washington. Oui. Le dernier jour, la dernière personne que je devais rencontrer, c'était Vicky Acevero. Donc je monte, je gare ma voiture dans un parking de 2 heures, le compteur, et je monte chez Vicky. Je passe 1 heure, à peu près 1 heure et demie avec elle. Je redescends maintenant pour prendre ma voiture et partir à Boston. Et puis, juste au moment d'entrer dans la voiture, j'ai jeté un coup d'œil comme ça, sans même trop réfléchir, sur le compteur, et je me rends compte que j'avais encore 30 minutes. Oui. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai entré dans la voiture, mais quand j'ai vu que j'avais encore 30 minutes, je regarde un peu autour de moi, et je vois qu'il y avait des gens, un vendeur à la sauvette qui vendait les cravates et autres choses à côté. Donc, je décide, mais tiens, je peux aller prendre quelques cravates pour les collègues. Donc, j'ai traversé la route pour aller acheter des cravates qu'on vendait à 3 cravates pour $10. Donc, je voulais prendre une dizaine même. Parce que pour les gens qui travaillaient à la télé à l'époque, des cadeaux aux amis. Non, la cravate compte énormément à l'époque. Maintenant, bon, les gens. Pas comme moi, la cravate, je m'en fous. Ah, voilà, tu vois. Mais en 91, un cadeau une cravate comme cadeau à un journaliste télévision, c'était quelque chose. Alors, en traversant la route pour aller acheter, je vois un immeuble
que je reconnaissais. Je dis, mais c'est la Banque mondiale ici. Je ne connaissais pas. J'avais été là-bas comme journaliste quand j'étais encore à la CRTV. Donc ce jour-là, j'avais déjà fait la Banque mondiale 1 ou 2 fois, des reportages. Donc je ne connaissais pas trop. Washington même, je ne connaissais pas trop. Donc je décide quand même, au lieu d'acheter les cravates, je décide d'entrer rapidement à la banque. Voici un de mes amis d'enfance, qui s'appelle Emmanuel B. Voici Emmanuel est là. C'est pour ça que je suis entré à la Banque mondiale. Je m'adresse à la personne qui est à la réception. Si Emmanuel B est là, alors le gens va donc dans l'annuaire pour chercher le nom d'Emmanuel et son numéro de téléphone pour l'appeler. Au moment où il faisait ça, j'entends mon nom. Eric. Je regarde en haut, il y a quelqu'un qui traversait une fenêtre à cette époque-là et il me voit en bas. C'est Emmanuel. Il regarde à travers cette fenêtre, il m'a vu, il m'a appelé. Non, c'était une dame, une Sénégalaise que je venais de rencontrer à Boston. Ah, d'accord. Et c'est elle, elle m'a appelé. Elle s'appelait Aïssatou Ba. Aïssatou Ba. Oui. Alors Aïssatou m'appelle et il me dit, Eric, il faut que tu me présentes au vice-président Afrique. Parce qu'elle m'avait dit ça à Boston, quand on s'est vu pour la première fois. Et elle a su que j'avais déjà interviewé le vice-président. Donc elle tenait absolument à ce que je lui présente, afin que le vice-président. Donc quand elle m'a vu à la Banque mondiale, elle a dû se dire, ben voilà ma chance. Donc elle insiste que je monte avec elle au bureau du vice-président. J'ai dit non, je ne peux pas. D'abord, il ne me reste que 30 minutes, peut-être même 15 minutes, et je ne peux pas m'amuser à prendre un ticket à Washington. Donc j'ai dit à Aïssatou, non, je ne peux pas. Elle insiste. Alors je monte au 5e. Je vois une dame, Mary Lou Ingram, que je connaissais. C'est elle qui avait facilité, n'est-ce pas, l'interview que j'ai eue avec le vice-président. Donc je vois Mary Lou Ingram. Et puis je vois le conseiller spécial du vice-président, le feu Dunstan White. Quand perd son âme. Et c'est Dunstan White qui me dit, on vous cherche depuis, M. Tchinje. Eux aussi, ils te cherchaient, mais tu étais toujours recherché. On vous cherche depuis. Le vice-président veut absolument que vous veniez ici travailler avec nous. J'ai dit à M. White, non, je suis en train de rentrer chez moi. Comme à CNN. Ça dit en 90. Non. J'étais parti une semaine après. Ici, j'étais à quelques jours de mon départ. Donc j'ai dit aux gens de la Banque mondiale, non, je suis en train de rentrer au Cameroun. Alors, le monsieur, il ne pouvait pas insister. Moi, j'étais déjà calé là dans ma tête. Je partais au Cameroun dans quelques jours. Et j'étais même content de rentrer. Ça te manquait ton bon dollar. N'est-ce pas? Alors, mais arrivé à Boston chez moi, je vois au téléphone que on m'avait laissé des messages, donc j'essaie d'écouter. C'est le monsieur Dunstan White qui me dit, mais Eric, avant de voyager, s'il te plaît, tu nous appelles. Et quand je l'ai appelé, il me dit, non, viens. Viens même si c'est pour 1 mois ou 2. On va te payer ton retour au Cameroun. Ta voiture dont tu as parlé, on va te rembourser le montant que tu vas utiliser pour envoyer cette voiture. On va t'acheter les billets et puis on va te payer. Tant, enfin pour les 2 mois, pour 1 mois ou 2, on aimerait que tu viennes rester au moins pour les 2 mois. Et on va te payer. Donc je me suis dit, bon, pourquoi je ne suis pas si pressé que ça? 2 mois de salaire, ça va me donner quand même de quoi... surtout vu tes 125 000 francs que tu touches au Cameroun, une misère. Donc, et c'est donc comme ça que j'ai accepté d'aller, au lieu de prendre l'avion pour le Cameroun, quelques jours plus tard, je suis allé plutôt à Washington et j'ai commencé à travailler donc, sur un contrat à courte durée de 2 mois à la Banque mondiale. Et c'est à la suite de ce travail que la banque a insisté que je reste avec eux. Et je leur ai dit non, il faut, avant de signer, il faut que j'arrive chez moi. Il faut que je voie la situation chez moi. Donc je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez envoyer le contrat
au bureau de la banque à Yaoundé. Comme ça, si je décide de signer, je vais aller dans votre bureau signer. Et si je ne veux pas, je vais vous le dire. Alors, j'arrive donc au Cameroun, et c'est là où j'entends des histoires comme « Oh, il est rentré... » Non, enfin... il a fui. Il est rentré parce qu'il croyait que Foundi allait être chef d'État. Ah. Donc, il revenait, mais sinon, il n'avait aucune intention de rentrer. Tu entends ça à la CRTV? Pose la question à n'importe lequel de mes anciens collègues. Jean Materndi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, par exemple. Pose-lui la question. Quand je suis rentré, j'ai entendu de tout le monde. Il disait ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi qui mourrais d'envie de rentrer chez moi. On m'insulte à ce point-là. Pas que parler de Foundi, c'était une façon de m'insulter, mais me ramener à ce point-là où je rentre au pays, chez moi, parce que je comptais être autre chose que le travail que je faisais. Moi, je n'ai pas compris. Il faut dire que tu naquis dans la région anglophone du Cameroun. Oui, après, voilà pourquoi on te trouvait, on t'a ramifié à fond. Oui, à tout ça. C'est ça qui m'a énormément énervé. Je vais te dire la même chose. Il y a des gens, des hommes politiques candidats aux élections présidentielles qui sont arrivés sur ce même plateau, ont refusé de boire de l'eau comme tu bois là. Parce que comme je m'appelle moi Faux, pour eux, je suis lié à Kamto. C'est criminel. Oui, donc parce que tu étais anglophone, on t'a rallié à Foundi. Absolument, c'était ça, oui. Et là, tu as pris la décision de signer. Ah oui, j'ai décidé d'aller signer. C'est à la Banque mondiale, au bureau de la Banque mondiale à Yaoundé que j'ai signé mon contrat pour travailler à la Banque mondiale. Et tu es parti. Et je suis parti. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Revenons sur la CRTV. Ton ami et ton ancien collègue, j'espère qu'il est toujours ton ami, Charles Ndongo, a déclaré tout récemment que la CRTV était le tam-tam et le tam-tam de Paul Biya. Est-ce que tu aurais dit la même chose si tu occupais le poste qu'il a aujourd'hui? Non, évidemment pas. Mais Charles, c'est un frère, c'est un ami, et au-delà de ça, c'est un frère. C'est quelqu'un pour qui, sur le plan professionnel, j'ai énormément de respect, et il y a ce respect mutuel. Donc, c'est quelqu'un que je vais, si je peux trouver le moyen de le soutenir et de l'aider, de travailler avec lui, je le ferai sans hésiter. Surtout que la télévision, c'est une télévision publique qui doit servir les Camerounais et le Cameroun. S'il a dit, et tu me le répètes, d'autres personnes m'en ont parlé, moi je n'ai pas suivi ces paroles-là, mais je n'aurais jamais dit ça. Pour la simple raison que ma vision, la notion que j'ai du service public et d'un instrument public comme la télévision n'a rien à voir avec les individus, qu'ils soient président de la République ou un Bayam Selam. Je ne peux pas ramener cet instrument important à une dimension aussi réduite. Donc ça ne pourra jamais sortir de moi. Il n'y a pas que celle-là comme déclaration que ton ami, mon grand confrère Charles Ndongo a sorti, qui quelquefois nous donne à réfléchir sur le métier de journaliste au Cameroun. J'en profite pour dire sur ce plateau, cher grand confrère Charles Ndongo, j'ai votre numéro, j'ai essayé de vous joindre pour poser quelques questions. Je n'arrive jamais à vous joindre. Je dois aussi profiter, Eric Tchindjé, pour te dire, il serait bien que le grand confrère Charles Ndongo respecte la propriété, ou fasse respecter la propriété intellectuelle à la CRTV. Voici 1 an et 1 mois, ils ont piqué une de mes émissions, ils ont diffusé sans autorisation, sans me contacter, donc je m'apprête à attaquer la CRTV en justice, car on ne peut pas se permettre de prendre la propriété intellectuelle de quelqu'un sans son autorisation est diffusée. Donc, cher grand confrère, j'aimerais bien qu'on en parle, j'ai votre numéro, mais je n'arrive pas à vous joindre, qu'on en parle, qu'on assainisse cette affaire-là, sinon je me verrai obligé d'attaquer la CRTV, tout comme Vision 4, vous n'avez pas le droit de piquer mes émissions
où mes reportages, où mes interviews sont diffusées sans autorisation. Bon, Jackie, merci de me le dire. Bon, il est vrai qu'en me disant cela, c'est tous ceux qui suivent cette émission qui le suivent, aussi. Moi, je suis sûr que nous pouvons régler ce problème. Charles, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Je suis sûr que, malgré ce qu'il a dit sur cette télévision, mais c'est quelqu'un aussi qui a une grande vision du rôle que cette télévision peut jouer au Cameroun. Donc, pour un problème comme ça, laissez-moi la possibilité de l'évoquer avec Charles. Et tel que je connais la personne, si les arguments sont là, il va faire le nécessaire. Je vais te montrer son numéro que j'ai et on verra si c'est le bon, car si ça se trouve peut-être j'ai pas le bon. Voilà pourquoi j'en parle. Absolument. Que les choses soient publiques. Je serai au Cameroun incessamment. Donc voilà. Vous êtes sur JMTV+. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique de Jackie Mwafo. Nous allons attaquer la dernière partie de cette émission, qui est la seconde, n'est-ce pas? Et Eric Tchindje est si riche et si éloquent que j'ai envie de le garder 20 ans, mais bon, tout finit, tout se termine un jour. Eric Tchindje, nous allons attaquer la grosse problématique qui accourt au Cameroun aujourd'hui, c'est la crise anglophone. Oui. Tu es concerné en tant que Camerounais. Je ne te considère pas comme anglophone, du tout. Je te considère comme Camerounais. Pour moi, il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone au Cameroun. Il y a des Camerounais. Et si je t'appelais anglophone, je m'appellerais quoi? Toi et moi, nous sommes Grassfield. You have to say that. Even Igbo in Nigeria, you are Grassfield, isn't it? Ok. So, quelle est ta vision sur cette crise anglophone? J'imagine, Jackie, que tu es au courant de cette lettre que j'avais faite au chef d'État effectivement, au mois de mars, mais qui a été publiée tout récemment, dans laquelle j'ai proposé 10 points, un agenda de 10 points pour amener la paix au Cameroun. Je l'ai fait pourquoi? Parce que je voulais contribuer à un débat général. Quand j'aimais, comme toi aussi tu aimais les idées, c'est pour construire, c'est pour aider la conversation, c'est pour donner ton point de vue, mais c'est aussi pour que ton point de vue puisse compter. Je ne suis pas Dieu pour dire écoutez, vous faites comme ça et vous faites comme ça. Donc, quand les gens ont critiqué mes propositions, par exemple, quand j'ai parlé du fédéralisme à deux États, les gens l'ont critiqué. Mais que je m'explique. Les anglophones, dans leur majorité, et je suis entièrement d'accord avec toi, on ne devrait plus avoir un Cameroun avec des anglophones et des francophones. Si on l'a aujourd'hui, tu sais pourquoi? C'est parce que le bilinguisme n'a jamais été pratiqué comme il fallait au Cameroun. Je te l'ai dit, seul le Cameroun est bilingue. Si en 1960, 61, 62, on avait mis en place un système bilingue, réel, pour encourager les Camerounais à aller dans le sens du bilinguisme, de la constitution qui existait à l'époque, on n'allait pas en 2018 parler d'un pays anglophone et francophone. Donc il y a quelque chose qui n'a pas eu lieu, qui ne s'est pas passé. Alors, pour régler le problème du Cameroun, on sera obligé de repartir au point de départ. Dans les 1961, revoir cette constitution et appliquer le texte. Ce n'est que comme ça que nous allons ramener les anglophones à la maison. C'est pour ça que j'ai proposé cela. On ne doit pas rester éternellement deux États. Ramenons les anglophones à la maison et mettons en place un système bilingue. Le français et l'anglais, ce n'est pas nos langues maternelles. Du tout, même si... Donc on ne doit pas. Ceux qui considèrent... Mais il y a des gens, ceux qui veulent un pays à part.
que ce soit l'Amazonie ou Southern Cameroon Republic, ceux-là le veulent parce qu'ils ne se retrouvent pas, ils ne se sont jamais retrouvés dans le Cameroun tel qu'on l'a conçu. Et il y a des preuves de l'assimilation. On veut faire de l'assimilation. Hein. Mais on a les éléments. Avant toi, Junior Zogo l'a dit ici, et Limbi Lobé l'a dit ici, Kabal Libi l'a dit ici. D'ailleurs, Kabal va même plus loin. Ces jours-ci, sur la chaîne Balafon FM de mon ami Bojiko, il fustige encore certaines choses. Oui, absolument. Et moi, je peux le dire en tant qu'anglophone. Je l'ai dit, et les gens m'ont critiqué. Mais me critiquer ne change pas la réalité. Alors, ceux qui veulent vraiment aider ce pays doivent avoir le courage de dire ce qu'eux pensent tout bas. Les gens, ceux qui ont appelé les anglophones, les biafrais, les ceci, les cela, il y a même des ministres qui ont osé dire, qui l'ont dit. Les ennemis dans la maison, et ainsi de suite. Ceux-là qui se disent, tout récemment, j'ai appris ce que Nyamding, il s'appelle, je crois, ou Nyamding, je ne sais pas, un nom comme ça, qui a parlé des anglophones qui ne sont pas intelligents. Mais c'est triste. Pardon? Oui, c'est triste d'entendre ça. J'avais envie de développer une base de données des anglophones qui sont à l'extérieur du pays. On en est arrivé là? Qui sont partout dans les grandes institutions de ce monde, qui enseignent dans les grandes universités américains, britanniques, ainsi de suite. Et je me demande si ce monsieur, quand il sort des bobards comme ça, il pensait à quoi? Et je profite. T'as le droit, il est là, dis-le lui. Pour dire à ce monsieur Nyamding ou Nyamding, ou je ne sais pas comment il s'appelle, de se remettre à l'ordre. Et s'il a une réponse à donner, il n'a qu'à me contacter ou te contacter. Vous êtes le bienvenu si j'y Mais c'est triste. Plus, hein, monsieur Nyamding, si vous voulez. C'est des gens comme ça qui détruisent le pays, mais sans le savoir. Si on ramenait tous les anglophones qui sont partout dans le monde aujourd'hui, s'il ne les connaît pas, je peux lui donner les noms. Si on ramenait ces gens-là au Cameroun, et c'est des gens qui ont voulu à un moment donné rentrer. Quand moi j'ai quitté les États-Unis après mes études en 82, on était une vingtaine dans l'avion. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Camerounais aux États-Unis. Mais on rentrait tous excités, contents, oh là là, ce qu'on allait faire. Un jour, en 2003, on se retrouvait quand on a perdu un ami, Njovens, Bernard Njovens, qui était journaliste sportif à la CRTV. On se retrouvait et puis on s'est rendu compte que presque tout le monde qui était parti est de retour aux États-Unis. Donc on n'avait aucune envie de rester dans ce pays quand on partait dans les années 80-82. Parce que le Cameroun, c'était le pays, ça donnait envie. Avec l'avènement de Paul Biya, vous aviez tout chanté, il est né, oui, bien sûr, enfant, tout, hein? Non, on faisait partie de cette génération. Bon, on va revenir sur... Tu préconises qu'on revienne sur 1961 et qu'on applique les textes. Donc, pour toi, il serait bien qu'on revienne à un Cameroun où il y avait un président, un vice-président, l'un anglophone, l'autre francophone. On va dire ça comme ça. Pour toi, est-ce qu'il faudrait... Non, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois... on ramène donc cette constitution de 61 où on reconnaît les deux États. Oui. C'est en fait... parce que dans mes propositions, j'ai dit deux États basés donc sur ces deux cultures. Mais côté administratif, on garde les 10 provinces. Même peut-être avec des gouverneurs élus. C'est ça qui va ramener le pouvoir au niveau du peuple. Mais deux États sur le plan linguistique. Pourquoi? Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.